moment. L'idée, c'est d'avoir 20 petites minutes pour vous parler d'un projet qui a démarré justement pendant le confinement, qui a démarré, donc je suis Benjamin Cabet, je travaille chez Microsoft dans mon boulot de tous les jours. Et c'est un projet qui a démarré un petit peu plus dans mon garage, on va dire. En quelques heures, en quelques jours, je me suis retrouvé à implémenter un nez artificiel. Alors le terme est peut-être un peu exagéré, mais en pratique, ce petit, d'ailleurs, je peux vous le faire passer, ça risque pas grand-chose. C'est pas trop le Ah oui, pardon. Est-ce que j'ai un micro à main? Il y en a un. Très bien. Ok, c'est parti. Le talk est en français, c'est bon? Oui. Donc voilà. Et alors au tout début, évidemment, sur les premières heures, je n'avais pas encore imprimé un nez en 3D, ça n'avait peut-être pas tout à fait ce look and feel, mais le fonctionnement de base, il était déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un nez et un ensemble de capteurs qui, grâce à de l'intelligence artificielle, qui tourne sur le microcontrôleur qui est dans ce device, ben, on peut apprendre à l'équipement à reconnaître telle ou telle odeur. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'open source et de open hardware là-dedans. Et j'ai perdu mon fil de pensée. Je vous avais dit qu'en français, c'était plus compliqué peut-être au final. Non, c'est une seule excuse en fait. Non, il y a beaucoup d'open source, beaucoup d'open hardware. Et j'ai appris pas mal de choses au niveau technique, on va dire, mais au-delà, en termes de buzz, on va dire, qu'il y a pu y avoir autour du projet. J'espère avoir le temps de vous faire un petit peu passer quelques messages intéressants là-dessus. Sachant que voilà, moi, je suis dans mon boulot tous les jours, je travaille chez Microsoft. Je suis pas un développeur dans mon boulot actuel, mais clairement par formation, je suis un ingénieur en informatique comme sûrement beaucoup d'entre vous. Il se trouve que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'est toujours un peu passé au-dessus de la tête. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une histoire d'être pas suffisamment bon en maths, une histoire de jamais trouver les bons Hello World ou les bons tutos pour me lancer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps à moi, comme peut-être beaucoup d'entre nous, et je voulais en profiter pour parfaire ma recette de pain. Ça fait 20 et quelques années que j'essaye de faire, que je fais du pain. Je suis jamais très content du résultat. Je trouve toujours qu'il y a moyen de s'améliorer. Et je me suis dit que j'avais peut-être enfin une excuse pour me mettre à apprendre un petit peu mieux peut-être qu'est-ce que ça veut dire qu'un réseau de neurones, qu'est-ce que ça veut dire que des layers dans une architecture de réseau de neurones, tous ces trucs-là qui me paraissaient un peu obscurs. Peut-être qu'avec un use case un peu plus tangible, j'allais pouvoir essayer. L'idée était vraiment d'utiliser des capteurs de gaz dont je savais qu'ils étaient disponibles pour mesurer l'empreinte olfactive de mon levain et corréler ça à la qualité du pain que le levain allait donner et avec un peu de bol, arriver à un résultat. Et donc voilà, comme je disais, c'était un peu une excuse pour moi pour me mettre à expérimenter non seulement les notions de machine learning, mais plus précisément, parce que ça rejoint aussi certaines de mes passions et mon boulot de tous les jours, à savoir le machine learning sur de l'embarqué. Ce terme de TinyML, vous l'avez peut-être entendu, c'est pas le nom d'un framework, c'est pas le nom d'une techno Google ou commerciale ou autre, c'est simplement un moyen de décrire le fait de venir faire de l'inférence sur des réseaux neuronaux sur un équipement embarqué et plus précisément le faire avec pour vocation de ne pas consommer trop d'énergie. Et donc, qui dit pas trop d'énergie dit voilà, il faut sûrement faire des compromis. Mais l'idée, moi, c'était exactement ça. Est-ce que je peux transformer les données que je vais obtenir à partir de mes capteurs, de mes différents capteurs, en des prédictions? Vas-y, Benjamin, c'est le bon moment pour venir faire ta pâte à pain et cuire ton pain. Et donc, globalement, l'idée que j'avais en tête, même si je ne savais pas trop par où démarrer sur certains aspects, c'était au final une appli de machine learning tout à fait classique, où il allait me falloir du hardware. Là, on n'allait pas forcément parler de GPU et de hardware particulièrement puissant, plutôt le contraire en fait, du hardware de type microcontrôleur, Cortex M4, très, très contraint,
des capteurs. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est les capteurs qui peuvent être utiles pour ce genre de cas d'application. Il allait me falloir collecter des données, construire un modèle. Là, clairement, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, voilà, les notions de dense layer, etc. Mais on va voir comment j'ai essayé d'avancer là-dessus. Et un framework. Donc, en termes de hardware, je savais, j'allais utiliser, voilà, il est ici, l'équipement. Si on fait abstraction du boîtier, si on fait abstraction du boîtier 3D qui fait ressembler l'objet un peu plus à un nez, vraiment le cœur, le cerveau, on va dire, du nez, c'est un Wio Terminal, ça s'appelle, donc c'est un Arduino plus ou moins, c'est clairement pas un Raspberry Pi, c'est plutôt un Arduino, c'est-à-dire on n'a pas d'OS, on est vraiment sur du microcontrôleur. Et donc cet équipement, j'allais m'en servir pour collecter des données, donc je ne savais pas exactement l'outillage que j'allais utiliser, mais clairement l'idée c'était de collecter suffisamment de données pour arriver à faire de l'apprentissage sur un modèle qui était un peu to be defined, et avec un framework dont je pressentais, notamment parce que voilà, je voulais faire du TinyML, que ça allait être probablement TensorFlow Lite, qui est en fait la déclinaison de TensorFlow à vocation des mobiles ou des microcontrôleurs. On parle de TensorFlow Lite de manière générique, mais après de TensorFlow Lite pour microcontrôleurs. Et c'est ça qu'au final j'ai utilisé. Donc, au niveau hardware, d'où on part? On part sur la gauche donc, de ce device qui s'appelle le Wio Terminal. J'aurais pu utiliser un Arduino tout à fait classique, sans nécessairement, voilà, si j'avais pas eu de besoin particulier en termes d'affichage ou juste tout simplement de packaging. On parle d'un Cortex M4F, on parle de quelques centaines de kilos de RAM, littéralement 200 kilos de RAM, quelques centaines de kilos de ROM pour venir stocker notre soft et du coup notre modèle. Voilà, et donc, mais c'est un device qui est quand même assez intéressant dans le sens où le form factor est pas mal, le prix est pas mal, il y a un chip Wi-Fi intégré, chip Wi-Fi qui fait Bluetooth aussi d'ailleurs, Bluetooth Low Energy. Donc ça c'est pour la partie embarquée. Donc très facile à programmer avec l'écosystème Arduino par exemple. On pourrait aussi imaginer faire du micro-Python, ce genre de choses. Et au niveau du capteur, c'est quelque chose de tout à fait disponible, tout à fait grand public. C'est un capteur, donc celui-là il est vendu par Seeed Studio. C'est un capteur 4 en 1, en fait, vous voyez peut-être qu'il y a 4 petits MEMS sur le PCB. Un capteur qui permet de mesurer. Oui, une question. Tout ça c'est open source, open hardware? Oui, le design du PCB, etc., du Wio Terminal, c'est open hardware. Les capteurs, alors toujours pareil, open hardware, le MEMS en lui-même, il faut quand même le sourcer quelque part, mais le PCB autour avec toute l'interface, c'est quelque chose qui est, oui, sous licence open hardware. Il y a d'autres vendors qui font des modules équivalents. Là, je suis en train de regarder, moi, pour l'anecdote, de remplacer ce capteur qui n'est pas nécessairement toujours de très bonne qualité par un capteur Bosch qui est sorti assez récemment et qui est beaucoup plus qualitatif et moins cher en plus. Donc voilà, ce capteur, ces 4 petits capteurs MEMS qui se retrouvent sur le même PCB, en fait, viennent me renseigner sur la concentration en gaz, en monoxyde de carbone, en dioxyde d'azote, en composés organiques volatiles, ainsi qu'en alcool éthylique. Avec voilà, un capteur qui vaut ce qu'il vaut, il n'est pas particulièrement précis, mais moi, mon intuition, c'était, ne sachant pas nécessairement comment attaquer le projet en termes d'AI pur et dur, mon intuition en tout cas, c'était que ces grandeurs-là, si je les mesure, et probablement si je les mesure sur une petite période de temps pour essayer de capturer les variations de concentration, les variations d'intensité finalement de chacune des odeurs, j'allais pouvoir utiliser ça comme une entrée pour mon futur modèle modèle AI. Le capteur, juste pour l'anecdote, je ne suis pas du tout un chimiste ou un électrochimiste, mais le principe, c'est que sur ce tout petit capteur MEMS, on a en fait une fine couche et une fine feuille de semi-conducteur qui, en fait, lorsqu'elle est exposée à un courant électrique, va venir réagir et faire une réaction électronique avec certains composants dans l'air. Et donc, qui dit réaction dit
échange d'électrons et variations finalement dans la résistance du capteur, et donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc le capteur, finalement un capteur analogique en fait, et on va pouvoir venir corréler la concentration en composés organiques volatiles par exemple, transformer ça, ça va être une résistance qu'on va pouvoir mesurer, donc on va pouvoir mesurer ça sur son microcontrôleur. Et donc ces données-là, ces données brutes, moi ensuite je me suis retrouvé à devoir constituer un jeu de données d'apprentissage. Donc là j'ai utilisé un outil qui est basé sur notamment TensorFlow et sur pas mal de pipelines open source. Il se trouve que l'outil en lui-même, c'est pas un outil open source, mais je suis tout à fait ouvert à discuter offline des alternatives qu'il aurait pu y avoir. Il se trouve que là cet outil m'a rendu l'étape de collecte de données très facile et très proche vraiment d'un clicodrome, dans le sens où mon équipement embarqué, je le connecte à mon laptop, à mon PC, peu importe. L'équipement, je l'ai programmé pour que sur port série, ad libitum, ils viennent dumper les valeurs lues, les valeurs brutes lues sur les capteurs, et un petit agent tourne sur mon laptop pour venir forwarder les données sur le cloud, sur le studio AI proposé par Edge Impulse, dans lequel ensuite je vais pouvoir capturer toutes ces données-là, les étiqueter, dans l'optique de venir créer un modèle. J'aurais pu le faire sûrement avec des Python notebook, etc. Faisant peut-être un blocage sur tout ce qui est AI, pour une raison que j'ignorais, que j'ignore toujours d'ailleurs. Pour moi, ça a été une des parties, une des choses qui a constitué le déclic, on va dire, c'était que ça m'a rendu possible le fait d'aller une étape plus loin finalement, d'aller à l'étape où ça y est, j'avais des données propres et des données qui ressemblent finalement à ça, et où là j'ai pu faire la passerelle entre mon intuition, on va dire, et le vrai monde du machine learning, à savoir, mon intuition me disait, si je capture 1 ou 2 secondes de mesure de concentration de chacun des 4 gaz que mes capteurs mesurent, au final, arbitrairement, j'ai décidé qu'1 seconde et demie, c'était le meilleur compromis. 1 seconde et demie de données capturées à 10 Hz, ça fait quoi? Ça fait 15 samples pour chacun des gaz. Donc ça fait quoi? Ça fait 15 x 4, je me retrouve avec 60 données brutes de décoffrage, dont là aussi mon intuition me disait, c'est pas ça exactement que je mets directement en entrée d'un algo de machine learning, mais par contre, mon intuition me dit que, mettons si ça c'est du whisky, sur ces 15 données, il faut que je regarde peut-être la moyenne, le minimum, le maximum, la déviation standard, ce genre de choses, enfin l'écart type. Et c'est ça qui caractérise probablement l'odeur, au-delà du fait que oui, il y a beaucoup d'alcool dans du whisky et peu, je ne sais pas, de carbone monoxyde. Comment ça varie? Est-ce que c'est plutôt plat? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Et donc, en fait, là aussi, grâce à l'outillage Edge Impulse, même si maintenant je saurais le faire tout seul comme un grand, l'idée, ça a été de prendre les 60 données brutes là qu'on a vues juste avant et les transformer en ces 20 indicateurs clés qui sont finalement, si on regarde ligne par ligne, on se retrouve, colonne par colonne, pardon, on se retrouve à avoir la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type et la variance, c'est ça qu'on dit en français, et sur chacune des lignes, ça représente finalement chacun des gaz. Donc, grâce à ça, j'ai l'empreinte, on va dire, de l'odeur, en tout cas c'est ce que j'espère, sur 1 seconde et demie de capture de données. Voilà les indicateurs clés. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a ça, on a fait, donc c'est du signal processing très très basique, mais on peut quand même considérer que la première étape, du coup, c'est de passer les données dans cette moulinette de signal processing. Et ensuite, il reste à faire le neural network. Moi, l'idée, c'est qu'en sortie, je voudrais que ça me dise, c'est du whisky, justement, que ça me dise, c'est du café, c'est de l'air ambiant, c'est autre chose. Et si j'ouvre un livre de machine learning, ça va me dire, vas-y, tu fais des fully connected layers, tu fais des fonctions d'activation, etc. Ça me parlait pas trop. Par contre, maintenant, je suis un peu plus à l'aise et je me suis rendu compte que finalement, ce que j'étais venu faire, là aussi, entre autres, grâce à l'outillage, je suis venu simplement modéliser le fait que j'avais une sorte d'équation à résoudre où en entrée, j'ai les fameux 20 indicateurs clés, pardon pour la liaison hasardeuse, les 20 indicateurs clés
qui représente l'odeur qui m'intéresse. Et en sortie, je veux finalement une fonction qui prend en entrée cela. Et en sortie, me donne une probabilité de, c'est 100% du whisky, 0% du café, 0% de l'air ambiant, par exemple. Et donc, finalement, je me suis retrouvé à implémenter un réseau neuronal très simple, juste avec des dense layers, pour simplement venir établir la corrélation entre les entrées et les sorties. Et du coup, je me retrouve à avoir un modèle qui peut notamment être compilé sous la forme d'un modèle TensorFlow, et notamment, et parce que pour ceux d'entre vous qui sont peut-être familiers avec le machine learning, etc., mon architecture de réseau de neurones, elle est ultra simple, donc il n'y a pas de fonction qui nécessiterait particulièrement de l'accélération, ce genre de choses. Donc au final, c'est quelque chose qui peut être implémenté directement sous forme de code C qui va tourner sur de l'embarqué, qui éventuellement, quand c'est disponible, va utiliser peut-être certaines des accélérations matérielles que ARM peut mettre à disposition dans l'écosystème, enfin les fonctionnalités CM6 pour faire pour tout ce qui est DSP, etc. Ça peut éventuellement être accéléré, mais quand bien même ça ne l'est pas, c'est pas forcément grave. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fameux modèle, qui n'est ni plus ni moins, au final, moi, ce que je veux, c'est une fonction que je peux appeler, je lui donne mes données brutes, et en sortie, ça me donne la prédiction. C'est quelque chose qui est carrément directement packagé sous forme d'une librairie Arduino. Donc je me retrouve à pouvoir utiliser ça dans mon code et à pouvoir ensuite du coup capitaliser là-dessus, construire toute ma UI, etc., etc. Et donc tout ce que je viens de dire, il me reste 4 minutes, ça va être intéressant. Tout ce que je viens de dire, c'est quelque chose qu'au final, je me suis retrouvé à faire littéralement en quelques heures en un week-end. Alors oui, d'accord, j'avais déjà joué avec Arduino, etc., etc. Mais c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement. Et ça ressemble à du bricolage. C'est clairement le genre de bidouillage qu'on peut faire quand on fait de l'Arduino et qu'on sort. Mais oui, c'est exactement ça. C'est un peu ce que je voulais vous dire pendant ce talk-là. Donc, j'ai bricolé, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et les gens ont trouvé ça intéressant, parce que finalement, faire un nez artificiel, ça parlait aux gens. Moi, je pensais que c'était un problème qui avait déjà été résolu par ailleurs, mais peut-être pas. Et donc, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, donc finalement, je suis allé plus loin. J'ai designé j'ai pris Blender, c'était pas forcément le meilleur choix, mais j'ai designé le boîtier que vous avez vu. Il est disponible si vous voulez l'imprimer, il est disponible. Et ensuite, j'ai continué à en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ce projet, il est vraiment devenu viral. Et moi, ça continue à m'étonner parce que, clairement, je suis un imposteur en termes de machine learning. J'y connaissais rien, j'y connais toujours très peu. Il y a plein de gens qui sont sûrement bien plus forts que moi. Par contre, ça m'a permis de réaliser que finalement, peut-être la majorité des gens n'ont pas la compréhension globale ou la vision globale sur le fait que, ne serait-ce qu'il existe des capteurs qui peuvent mesurer la concentration en composés organiques volatiles. Il existe un moyen rapidement, en utilisant par exemple du open hardware, de prendre ces infos-là, de les donner à manger à un algo de machine learning, etc., etc., etc. Donc au final, le projet, il est devenu très populaire. Et dans les quelques minutes qui me restent, en fait, je voudrais vous expliquer, vous montrer que j'ai essayé d'aller plus loin, profiter du fait que, comme je l'ai dit, à un moment donné, le device contient un chip Wi-Fi, pour essayer d'explorer un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes d'IoT, d'avoir un objet qui, au-delà du look un petit peu marrant, rend vraiment un service. Par exemple, je veux déployer ce genre d'équipement dans le faux plafond de toilette pour pouvoir alerter automatiquement la société de nettoyage dès qu'il est question de venir nettoyer les toilettes. Au lieu d'envoyer quelqu'un tous les jours, c'est le Covid, tout le monde ne va pas forcément au bureau, les toilettes elles ne sont pas forcément très sales. Au lieu d'envoyer quelqu'un tous les jours, on l'envoie que quand il y a littéralement besoin de le faire. Et donc, le code source du projet, si vous le récupérez, vous pourrez vous rendre compte qu'en fait, dès que le nez s'allume, potentiellement, on peut le configurer pour le connecter à une plateforme IoT en utilisant MQTT. Donc moi, je le connecte à Microsoft Azure IoT, mais ça pourrait être... Voilà, ça utilise MQTT, vous faites ce que vous voulez avec. On envoie la télémétrie en temps réel sur le cloud. C'est potentiellement quelque chose qui est bidirectionnel. Si le nez à T0 ne sait reconnaître que ça sent bon, ça sent pas bon dans les toilettes, fair enough. Peut-être que dans 6 mois, on a des capteurs qui sont capables de détecter l'odeur du Covid dans l'air. En tout cas, la littérature scientifique semblerait indiquer que c'est possible.
ben, pourquoi pas on déploie une mise à jour du modèle. Et donc voilà, au final, le nez se retrouve à pouvoir envoyer la télémétrie en temps réel. Évidemment, on peut construire tout un tas de dashboards, etc., etc. Et ensuite, juste, je ne veux pas trop déborder, je vais essayer. D'accord, très bien. Oui, mais je voudrais être sûr aussi de pouvoir prendre les questions s'il y en a. Mais voilà, l'idée, c'est donc de rendre le nez, ben, finalement, c'est un équipement IoT. Je peux envoyer le fait que le nez a reniflé du café, du caca. C'est enregistré, oups. Mais ce n'est que le début. En fait, là où ça devient intéressant, c'est quand on peut aussi visualiser les données. Ça, on l'a vu peut-être un tout petit peu sur la petite animation d'avant. Stocker les données, évidemment. Mais ensuite, là où c'est vraiment puissant, c'est lorsqu'on vient s'intégrer avec tout un tas de systèmes existants. Et si on reprend l'exemple d'une société de nettoyage, d'une société de service, elle, ce qui l'intéresse, c'est de venir relier à son existant, tout son existant qui est dans un ERP quelconque, une base de données quelconque, où elle a la vision sur je gère telle et telle flotte de bâtiments, j'ai du personnel qui est responsable pour nettoyer tel ou tel bâtiment, je gère aussi leur agenda, je sais que le jeudi, c'est Jean-Pierre qui doit aller nettoyer, enfin, ou c'est John qui doit aller nettoyer tout ce qui concerne le bâtiment Tribune Tower, par exemple. Ben, ça, c'est de l'existant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient enrichir ce graphe-là avec des informations qui viendraient potentiellement d'objets déployés dans la vraie vie, donc voilà le fameux terme digital twin. Donc le jumeau numérique de mon capteur né XYZ, ben, à un moment donné, il est su que ce nez-là, il est à tel endroit dans tel bâtiment. Ben, très bien, dès que l'objet en question nous envoie une information comme quoi ça sent pas très bon, c'est pas juste une information, ça sent pas très bon, c'est une information que l'on peut venir contextualiser pour venir retrouver plus d'informations, par exemple savoir qu'il est question de venir envoyer un SMS à John pour lui dire que là aujourd'hui finalement il faut qu'il aille se rendre sur site. Quelques pointeurs avant de conclure et peut-être de faire une mini démo s'il y a le temps, mais je pense pas, on se mettra sur le côté pour ceux que ça intéresse. Tout est open source, tout est disponible sur ce repository GitHub, que ce soit la classique bill of material pour récupérer les composants, le code source, le modèle qui peut-être vous intéressera pas parce que sentir du whisky et du café, c'est pas forcément intéressant, mais vous pouvez l'enrichir ou le refaire avec vos propres odeurs, tous les schémas, etc. etc. Il existe un kit, alors je fais aucune pub et j'ai absolument aucune royalty là-dessus, mais si vous voulez acheter tout le hardware, tout packagé, Seed Studio en a fait une version dispo, donc en un clic vous pouvez récupérer le capteur de gaz, le petit contrôleur qui peut permettre de contrôler le ventilateur qui est inclus dans le boîtier. Vous avez peut-être vu certains, pour ceux qui ont fait circuler. Il y a des ressources intéressantes. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez savoir dans quelques secondes où me trouver et vous n'hésitez pas à chercher sur le net. La conclusion, c'est rien de très... c'est peut-être un peu naïf comme conclusion, mais clairement, moi, mon retour d'expérience, c'est j'ai eu ce déclic finalement où grâce à la disponibilité de briques open hardware, de l'écosystème Arduino, de l'écosystème TensorFlow, etc., j'ai pu inventer ce petit objet. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire autrement. Moi, il me fallait vraiment cet aspect tangible et matériel de jouer avec des capteurs. TinyML, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous encourage vivement à regarder cette idée de venir faire tourner, y compris sur des microcontrôleurs plutôt minuscules, transformer tout un tas de données brutes en juste un signal. Ça sent 98% comme du café, au lieu de devoir envoyer toute la télémétrie brute des capteurs. Et voilà, et ça permet aussi ensuite de commencer à réfléchir quels sont les traitements que je viens faire sur mon équipement embarqué, quels sont ceux que je fais sur le cloud. On l'a vu, cet aspect, venir contextualiser dans le système d'information de l'entreprise, contextualiser les données qui viennent des capteurs avec quelque chose de beaucoup plus vaste. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va vouloir probablement faire dans le cloud, parce qu'on n'a pas accès à toute cette science et toute cette information côté embarqué, mais par contre, voilà, reconnaître l'odeur, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire de manière locale et self-contained. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez me trouver en ligne, me laisser un mail ou autre si vous avez des questions. Peut-être que vous avez des questions. Oui. Juste par rapport au Covid, on sait maintenant, on utilise des chiens pour oui. avec l'odeur détecter le Covid. Est-ce qu'il y a
Ouais. Dans les autres pays, est-ce qu'ils ont essayé de créer un projet, de créer un capteur pour détecter le Covid? Parce qu'apparemment, c'est 95%. Ouais, donc la question c'est, les chiens a priori savent détecter le Covid, est-ce qu'il existe des capteurs ou des solutions plus électroniques peut-être pour le faire? Comme je disais, il y a eu quelques articles assez récemment, des gens qui ont a priori fait des capteurs qui permettent de détecter la présence de Covid dans l'air. J'ai pas regardé de plus près, mais c'est clairement quelque chose d'intéressant à regarder. Ça serait intéressant. Alors après, ce qui est dans une optique intelligence artificielle, c'est comment on fait l'apprentissage. Moi perso, j'ai pas envie je ne sais même pas comment exposer le nez à du Covid, mais ça serait intéressant de collaborer sur ça, peut-être dans un contexte open source. Peut-être qu'il existe des capteurs tout à fait grand public qui pourraient faire aussi bien le job que les fameux capteurs qui ont pu passer dans la presse ces derniers mois et qui, je pense, ne sont pas nécessairement tout à fait des technos ouvertes ou non propriétaires, quoi. Oui. Un peu dans la même thématique, nous en innovation on travaille en open source sur l'épilepsie. Ouais. Et il y a aussi des chiens qui peuvent détecter, prédire les crises d'épilepsie. Et à partir de la R&D, est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Enfin, on a tout un écosystème, il y a des gens qui travaillent avec nous là-dessus. Et ça sera un capteur supplémentaire. Sachant que historiquement, on travaille avec des données physiologiques. Ouais. Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant et assez rapidement. Donc, la réponse courte, c'est je ne sais pas si c'est possible, mais par contre, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est tout ce qu'on peut faire quand on fait en anglais, on appelle ça du sensor fusion. Et c'est intéressant d'essayer de ne pas trop faire d'anthropomorphisme dans le sens où, moi, typiquement, le nez, il est capable, en l'état, rien qu'avec le capteur de gaz, de faire la différence entre un whisky très tourbé et un whisky tout à fait classique. Bon, c'est une coïncidence peut-être, et c'est de la chance, et ça marche très bien, c'est tant mieux. Mais je ne m'interdis pas, le jour où le capteur de gaz tout seul n'arrive pas à faire la différence peut-être entre un alcool X et Y, ben pourquoi ne pas rajouter un simple capteur de couleur ou un simple capteur physiologique dans l'exemple que tu prenais. Et donc peut-être que pour l'épilepsie, ajouter un certain type de capteur va peut-être ajouter un tout petit peu d'input supplémentaires qui vont permettre de caractériser telle ou telle information, là où un capteur tout seul n'a peut-être pas suffisamment pas assez discriminant, quoi. Je rajouterais qu'au niveau des diabètes, quand les gens ont effectivement des problèmes de diabète et sont en hypoglycémie, là les chiens sont très performants. Donc ça, vous le trouvez dans la littérature. L'autre élément, c'est que peut-être, les nez des chiens sont vraiment exceptionnels. Ça, il faut le savoir aussi. Même notre nez, et je crois que chez les parfumeurs, c'est assez connu tout ça. Enfin, ça serait intéressant, bien sûr, de voir, parce que là, à la fois, il y a trois objets. Il y a l'air, si j'ai bien compris, le café, le thé. Maintenant, effectivement, il y a des différences entre un tourbé et voilà. Ouais. C'était juste une remarque. Et C'est super. Je ne veux pas monopoliser la parole. Une partie de la démo que je voulais montrer, c'est Blender, vous connaissez peut-être. On peut très facilement, et littéralement en quelques lignes de code, venir scripter un modèle 3D pour venir faire la passerelle justement à cette notion de digital twin que j'expliquais rapidement tout à l'heure. Si dans mon graphe digital twin, je suis venu indiquer une relation entre la cuisine du bâtiment de Tartampion et ce capteur-là, ben, dès que ce capteur-là vient envoyer des données au cloud, à tout moment, moi, je peux venir faire une requête qui est « Est-ce que dans la cuisine, il y a un capteur? Si oui, qu'est-ce qu'il me dit ?» Et là, vous l'avez peut-être aperçu, je viens de mettre le capteur dans le bac de café et on a eu un rafraîchissement en temps réel. C'est tout bête, c'est loin d'être industrialisé, ça c'est mes collègues, on va dire, qui se chargent de ça, mais moi, je veux montrer que c'est simple. En fait, voilà, on parle littéralement de venir mapper le graphe de notre visualisation 3D au graphe digital twin. Littéralement, c'est un mapping 1-1, quoi, en l'occurrence. Et c'est assez intéressant. Là, on pourrait imaginer que c'est dans un EHPAD, on veut pouvoir savoir si les résidents se sont fait couler du café aujourd'hui, parce que si ce n'est pas le cas, peut-être ça veut dire qu'ils sont peut-être pas en forme. Alors, la visualisation est peut-être complètement tordue et capillotractée, mais je pense que vous voyez l'idée de ce que j'appelais l'Internet of Signals. Et voilà.
Oui, voilà aussi. aussi. En tout cas, merci beaucoup et oui, vous savez où me trouver.